Le dôme aujourd'hui tend à devenir un standard dans certaines salles. Il y a à peu près, enfin un petit peu moins d'un an, j'ai eu la grande chance de diffuser une pièce à la SAT à Montréal, donc il y a un dôme quand même assez intéressant à investir. Et puis, on a aussi des salles spécialisées aujourd'hui. Annette a parlé tout à l'heure hein, du SARC avec les 4 niveaux de hauteur, qui est quelque chose, je pense, d'unique hein, dans le monde entier. 4D Sound à Budapest est aussi quelque chose d'unique à d'autres niveaux, qui est un réseau donc tridimensionnel, quelque chose d'assez fantastique et qui, pour moi, serait peut-être assez proche d'une sorte d'un idéal. En fait, il n'y a pas qu'un seul idéal, il y en aurait plein. Et puis évidemment, tout ce qui est de l'ordre des dispositifs totalement originaux dans les installations, les structures pérennes ou pas, puisqu'on a tendance quand même à se focaliser sur le concert. Bon, c'est normal, on est ici pour ça, mais pour moi, l'art au parlant ne se limite pas de loin à la formule du concert. Il se trouve que quand on parle de l'espace du son, c'est d'ailleurs presque quelque chose d'assez local. Hein. En Belgique, chez Annette Van Gurn, on parle de l'espace du son. Souvent, on parle plutôt du son dans l'espace. Et moi, j'adore ce terme d'espace du son. Et j'ai pratiquement finalement fait toute ma vie, au bout d'un moment, sans le savoir au départ, sur cette inversion, pourrait-on dire, que l'espace est une propriété du son. On peut dire aussi qu'après, on va spatialiser le son, on va le traiter. Mais qu'est-ce qu'on va traiter? On va traiter des propriétés de l'objet sonore. Donc je vais y revenir très très rapidement. Mais malgré tout, pour des raisons pas seulement techniques, mais en grande partie techniques, en tout cas dans les premières décennies, on pourrait dire, de la cosmétique, même si on voulait travailler l'espace du son, il n'y avait pas beaucoup de moyens pour le faire, ou alors c'était très compliqué, et finalement, c'était pas, on pourrait dire, très rentable artistiquement. On pouvait s'amuser à synchroniser X magnétophones à bande monophonique, mais c'était quand même beaucoup mieux finalement de les spatialiser en direct. À cette époque-là, en tout cas, il n'y avait presque pas d'équivalence. Mais même, on le voit aussi dans nos outils de spatialisation et dans les logiciels, dans les comportements, dans la manière d'en parler, on a aussi encore cette habitude de penser d'abord un travail sur le son. Je traite le son, je lui fais du time stretching, je le file, je fais ça, et après, je le spatialise. Mais on peut tout à fait, et là on a eu des exemples qui ont été présentés, penser dès le départ que l'objet sonore dans son entièreté comporte des espaces et qu'on va traiter l'ensemble de cet objet-là. Donc on va faire du time stretching sur un objet, 5 points, on va faire, etc., etc. Et puis il y a aussi, bien entendu, Jean-François l'a ressouligné, Jonathan va nous faire, j'imagine, une présentation très intéressante sur ce sujet-là. Il y a l'habitude, pour des tas de raisons, je ne vais pas revenir là-dessus, hein, de spatialiser en direct, donc a posteriori, des œuvres déjà composées, quel que soit leur format, qui fait partie aussi de cet usage de dissocier finalement l'espace de l'objet sonore de l'espace de la projection, l'espace de l'écoute, l'espace de l'œuvre entendue, avec des tas de nuances impossibles. Et puis, quand même, aujourd'hui, on en a parlé aussi plusieurs fois, sur le plan technique, c'est quand même assez génial. Hein. Moi, j'ai vécu ça pendant, on va dire, 35 ans et il y a eu des périodes dans lesquelles c'était quand même pas la joie, faut bien reconnaître. Ça conditionne quand même, peut-être pas la pensée, mais en tout cas ce que la pensée peut fabriquer. Et aujourd'hui, on dira oui, je peux encore faire ça, je peux encore faire ça, on peut encore inventer des outils avec une approche originale, mais malgré tout, moi, j'ai jamais été plus heureux techniquement qu'aujourd'hui. J'ai aucune nostalgie du passé. On peut faire ce qu'on veut, il suffit d'avoir envie. Voilà. Même au niveau financier, je vais en parler un petit peu. Acheter aujourd'hui des enregistreurs 8 canaux avec des micros, même un micro ambisonique, etc. C'est abordable, même pour des gens qui ont vraiment des tout petits moyens. L'enregistrement et la reproduction d'espace devient même aujourd'hui une valeur presque, alors peut-être pas encore à la mode, mais bientôt. Facebook, Google vont nous permettent déjà d'écouter en réalité virtuelle, hein, des espaces binauraux, ce qui donne un coup de fouet sur l'ambisonique, qui fait baisser les prix, qui nous donne une idée que finalement un dôme, c'est génial, parce que l'ambisonique, il va directement dans un dôme, et qu'on fait une prise de son avec un micro ambisonique, il est déjà adapté à un système de diffusion. Donc il y a des tas de relais comme ça qui se font aujourd'hui sur le plan technique, qui coïncide finalement avec les industries, l'industrie du cinéma, l'industrie du jeu vidéo et de la réalité virtuelle. Et puis nous,
qui coïncidons pas avec grand-chose, hein. On dit, on fait nos trucs, mais en tout cas, on n'a plus d'excuses aujourd'hui par rapport à ces industries-là pour se dire, ouais, mais nous, ce qu'on fait, c'est mieux parce que ceci, c'est peut-être mieux parce qu'on apporte d'autres choses. Mais en tout cas, sur le plan technique, on a finalement qu'à piocher et à combiner. Et ça serait peut-être le moment, là je fais un petit peu de pub pour moi-même, de revenir sur ces notions de typomorphologie de l'objet sonore. Donc quand je suis venu en 2009, je présentais deux choses. Une de ces choses, c'était parler de cette approche-là, considérer donc que il peut exister, on peut considérer, on peut imaginer, on peut manipuler, on peut entendre des critères d'espace de l'objet sonore en utilisant un vocabulaire voisin finalement ou inspiré de celui de Pierre Schaeffer. Donc là, je ne vais pas revenir dessus, puisqu'il y a déjà des documents qui existent, et puis parce que je commence à en avoir un petit peu marre. Donc j'ai commencé à en parler, en tout cas à réfléchir là-dessus début des années 90, avec notamment un article qui n'avait pas toujours été très bien reçu, qui s'appelle Pour un art des sons vraiment fixés. Là, je n'ai pas souligné, mais en gras et en rouge vraiment, mais enfin, c'est vrai que c'était une petite, pas une pique du tout, mais au contraire, dire, ben voilà, Michel Chion parle des sons fixés, sauf que euh, il met à côté des sons fixés finalement quelque chose qui pour moi est important et fait partie du son fixé, qui est l'espace entendu, l'espace projeté, l'espace composé. Donc, dans l'espace des sons vraiment fixés, j'essayais d'intégrer, tant bien que mal, eh bien, cette notion d'espace de l'objet sonore. Donc ensuite que j'ai repris à différents endroits. Donc là, cette diapositive-là, je ne viens pas dessus, hein, vous la retrouverez à droite à gauche, simplement que l'empreinte spatiale et la masse spatiale me permettent pour moi de parler de l'objet sonore. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver d'autres termes, mais en tout cas, ceci semble avoir une certaine pertinence, quand on en discute avec quelques personnes. Voilà. Éventuellement, tout à l'heure, si j'ai un petit peu de temps, je pourrais revenir là-dessus. Pour en revenir au cœur de ma présentation, le rapport entre ce qu'on pourrait appeler l'objet-espace et l'espace-objet. Alors là, souvent je me gourre de l'un à l'autre, c'est pas malin parce que c'est très facile de se planter, mais en tout cas, l'objet-espace, c'est tout simplement l'objet sonore qui intègre des critères d'espace. Donc l'empreinte spatiale, masse spatiale, je ne viens pas là-dessus. Et ces objets espaces, on les a tout le temps. On ne peut pas ne pas avoir des objets espaces. Vous faites une prise de son avec un micro devant un corps sonore, ou vous la faites avec un micro toujours mono dans une cathédrale, vous avez déjà une spatialité qui est l'empreinte spatiale. Vous prenez deux micros et à ce moment-là, vous avez une autre spatialité qui vient se superposer. La masse spatiale, vous prenez 10 micros, vous avez encore d'autres spatialités possibles de cet objet sonore. Donc on va l'avoir, cet objet espace, lors du tournage, des tournages sonores, je reprends un terme de Michel Chion, donc des captures avec des systèmes multimicrophoniques, je vais en présenter rapidement quelques-uns. Évidemment, lors des traitements multicanaux de ces... généralement multicanaux, mais je rappelle, ça va de mono jusqu'à N, mais on va dire à partir de 3 ici quand même. Donc quand tu vois les traitements multicanaux, les gestes spatiaux, comment est-ce que avec mes gestes et mes outils, eh bien, je vais phraser finalement mes objets espace, comment je vais phraser la partie spatiale de mon objet sonore, aussi bien lors du tournage que lors des traitements, etc. La composition multiphonique, évidemment, va se faire en utilisant des supports multicanaux, etc. Et puis, évidemment, il ne faut pas oublier la dernière enfin, pas la dernière membrane, l'avant-dernière membrane, celle du haut-parleur, enfin des haut-parleurs, qui font partie de notre outil. Notre outil complet, c'est tous ces éléments-là, y compris bien entendu nos oreilles. Et donc les dispositifs haut-parlants, on en a déjà parlé toute la journée, sont extrêmement complexes, extrêmement variés, et on peut les intégrer dans la composition. Si je dis je compose en octophonie, eh bien ça veut dire que je choisis un certain type, certaines catégories d'objets spatiaux, d'objets sonores avec un espace, et pas d'autres. J'en interdis également. C'est-à-dire que le choix du dispositif haut-parlant, c'est pas simplement prendre un écran et dire je projette sur un écran, c'est déterminer une contrepartie vers la pensée de la composition, appelons-la comme ça. Alors, la notion d'espace-objet, qu'est-ce que ce serait? Ça, c'est pas quelque chose finalement qu'on manipule forcément, tout du moins c'est un petit peu comme M. Jourdain, on les manipule sans forcément leur donner un nom. Finalement, quand on dit une octophonie en cercle, on peut appeler ça un espace-objet. C'est un espace qui a une certaine forme, qui a certains critères,
qui sont définis par la position des haut-parleurs, leur nombre, leur écartement, etc. Et de la même manière qu'en musique instrumentale, on peut choisir des dispositifs instrumentaux, un quatuor à cordes, un piano, un orchestre symphonique, un quintette de cuivre, etc., eh bien on peut choisir des objets espaces différents. Et de la même manière que choisir un quatuor à cordes définit, alors non seulement des timbres, je suis d'accord, mais aussi un type d'écriture musicale, eh bien le choix d'un certain espace-objet va pas forcément définir, parce qu'on a quand même un libre arbitre, mais en tout cas va influencer, va conditionner peut-être certains choix d'objets sonores, d'objets espaces. Alors, je commençais là ici, champ ou objet, oui, parce qu'il y a quand même un type d'objet un peu particulier. On a parlé de l'ambisonique, on a parlé du dôme, qui très souvent, dans la pensée des compositeurs ou d'autres, eh bien, se présente pas comme un objet. C'est simplement, c'est pas simplement, c'est un outil de reproduction. De la même manière que la stéréo, on peut dire, c'est juste un outil de reproduction de la musique, mais on peut dire aussi, ah non, la stéréo, c'est un outil pour fabriquer des espaces. Pierre-Henry peut dire, bien moi, je fais coexistence avec un son à gauche, un son à droite, c'est pas de la stéréo. Je prends le dispositif à deux haut-parleurs et je fais une œuvre qui fonctionne pour ce dispositif-là, pour cet objet-là. Donc là, l'objet stéréo de la reproduction, finalement, pour nous, enfin pour moi, il ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'objet stéréo pour la production. Je ne suis pas dans une optique de reproduction d'une musique préenregistrée, quelle qu'elle soit. Je suis dans la production d'un art sonore et le choix des objets, à ce moment-là, a une importance. Donc le chant... le dôme, etc., ont un statut un petit peu à part, mais en fait, on peut tout à fait représenter un chant également comme un espace-objet. Donc un espace-objet peut éventuellement coïncider avec un dispositif de diffusion, mais c'est là que j'introduis une petite complexité. Il peut aussi en représenter un sous-ensemble, et on l'a vu tout à l'heure. Vous prenez un espace-objet, ou tout du moins un espace de projection octophonique constitué par des paires, et vous dites, eh bien, la paire avant, c'est une stéréo. Vous façonnez un espace-objet à l'intérieur de votre espace de composition. Et cet espace-objet a une valeur particulière. Il a la valeur de la paire stéréophonique, qu'elle soit de référence ou autre chose. Et vous allez la traiter, peut-être pour certains sons, certains objets sonores, d'une manière particulière. Ce qui ne vous empêchera pas d'avoir, sur le même dispositif, peut-être un autre espace-objet, une quadriphonie, qui, elle, va avoir, c'était Anna tout à l'heure qui a présenté comme ça, hein, une subdivision finalement du dôme avec des sous-espaces qu'on pourrait appeler éventuellement des espaces-objets. Alors, oui, une petite vue de l'imbrication, l'espace-objet au milieu de l'objet-espace d'un côté, et de l'autre côté, l'espace projeté qui serait l'espace de la projection, mais aussi l'espace de la composition, puisque dans cette optique, hein, il n'y a pas de différence entre les deux. Donc ici, par exemple, un objet-espace, une masse canal de 6, qui est placée sur un objet-espace qui est ici une surface. Et cette surface, c'est une surface qui est placée ici au sol de mon espace de projection, les petits points en vert. Bon. Ah oui, j'ai pas résisté hein, au plaisir, je sais pas, de faire un petit montage avec ces photos-là. Je suis un grand utopique, n'est-ce pas? Et donc, début des années 90, je me suis dit, bien voilà, j'avais depuis quelques années comme ça, je travaillais en multiphonie, en octophonie, 10 canaux, 12 canaux. Je dis, il faut que le dispositif de projection fasse partie de l'œuvre. Comment explorer ces dispositifs-là? Comment voir le rapport qui existe entre le choix d'un dispositif et un type d'écriture? Eh bien, je vais faire 12 essais, machin chose. Bon. Je ne les ai pas faits parce que j'ai jamais évidemment trouvé les moyens, j'en parle même pas, mais même, enfin voilà. Bon, j'ai donné un petit dossier comme ça, un certain nombre de personnes avec les images faites sur mon Atari, et puis voilà. 2-3 ans plus tard, j'ai fait des pièces quand même beaucoup plus modestes qui sont appelées Acousma Park et qui n'a jamais été présenté. Mais je refais depuis quelques années un Acousma Park 2, alors là, un petit peu différent dans son principe, tout du moins dans son application, puisqu'il n'utilise pas des enceintes très standards, mais beaucoup plus rigolotes. Et là, par contre, ça existe. Il y en a 5 qui ont été déjà diffusés et d'autres qui vont l'être bientôt. Mais c'est la même idée, c'est-à-dire que chaque dispositif, finalement, chaque espace-objet, va introduire un rapport particulier au son composé. Et puis, bien entendu, ne pas oublier les auditeurs. Comment créer du sens pour l'auditeur? On peut faire un concert et à ce moment-là, je suis assez d'accord avec Annette, si on fait un concert, il faut qu'il y ait un officiant. Par contre, on peut faire des séances de projection. Je l'ai fait quelques fois et le public, si on lui annonce bien que ce sont des séances de projection, a
intervalle fixe, qui rentre dans le noir et qui l'écoute. Il faut choisir un programme qui s'y fait, qui s'y prête, mais ça marche. Ce qui n'est pas très bon, c'est l'ambiguïté. Enfin, l'ambiguïté pour la composition, j'adore ça, mais l'ambiguïté pour la place du public, c'est plutôt casse-figure, on va dire. Donc, avec des installations, je dirais, on évite un certain nombre déjà d'ambiguïtés au niveau de la présentation. Alors, je vais sauter sur quelques diapos parce qui sont un petit peu plus techniques, que je mettrai peut-être sur lesquels je reviendrai peut-être à la fin, ou s'il y a des questions. Donc je saute ça. Alors oui, non, je ne saute pas complètement, puisque là, je vais parler essentiellement, hein, je laisse tomber les acousmaparks et les trucs comme ça, de la séance de projection acousmatique. Par séance, j'inclus aussi le concert, en sachant même que, pour moi, le concert est un cas un petit peu particulier au niveau de sa mise en œuvre, enfin, sa mise en œuvre au niveau du public. Donc, si on compose un espace qui doit être entendu tel quel, à l'échelle près, eh bien, normalement, il existe un dispositif idéal. Le dispositif idéal, c'est celui qui correspond finalement au dispositif de la composition, peut-être celui qu'on a retrouvé chez le compositeur, bon, à l'échelle près, peut-être pas avec la même qualité ou le même calibre, en tout cas, de projecteur sonore, mais en tout cas, c'est celui-là. Et là, normalement, ça marche tout de suite. C'est comme aller au cinéma. Si le format, c'est bien du 35 mm, que ceci, que cela, que là, il y a une norme. Alors, là, c'est une norme personnelle, on dirait, qui fait que je suis sûr que ça va fonctionner, et normalement, ça fonctionne vraiment. On peut aussi trouver des dispositifs compatibles, c'est-à-dire partiellement idéaux, dans lesquels on va partager un certain nombre de critères. Par exemple, le dôme, on peut avoir un dôme 31 canaux à la SAT, on peut avoir un dôme 44, je ne sais plus combien, à la ZKM, on peut avoir... mais ça reste un dôme. La seule chose qu'on va devoir faire, c'est une adaptation, finalement, de la densité, de la résolution. Mais ça ne change pas la composition, ça ne change pas le type, ça ne change pas finalement, ça ne devrait pas changer l'écriture. Et puis on peut aussi tomber sur un dispositif différent. Par exemple, au lieu d'avoir un dôme, vous avez un cube. Et certaines personnes vont vous dire, non, moi, le cube, ça ne marche plus, même s'il y a le nombre d'enceintes, etc., parce que je l'ai fait en ambisonique, et il faut absolument, on en a, je ne sais plus qui en a parlé tout à l'heure, peut-être un neige, je ne sais plus. Et il faut que les enceintes qui sont situées en hauteur soient plus rétrécies, enfin plus resserrées que celles qui sont situées en bas, etc. Pour d'autres personnes, eh bien non. Moi, finalement, que ce soit un cube ou un dôme, ça va fonctionner, à condition que j'ai la hauteur, etc. C'est-à-dire qu'il faut aussi définir une marge de variabilité, une marge d'acceptation. Mais c'est la même chose pour la stéréo. Si vous prenez une stéréo et que vous mettez les enceintes à votre gauche et à votre droite et que vous vous mettez au milieu, c'est pas acceptable, c'est pas une stéréo. Enfin, ça n'a rien à voir. Si vous les mettez l'une contre l'autre, tournez l'une contre l'autre, tête contre tête, vous avez deux enceintes, mais ça ne sera pas une stéréo non plus. C'est-à-dire qu'implicitement, on se dit, oui, il faut que ça soit ça, et au-delà de cette marge-là, je ne l'accepte plus. Ou alors, je laisse tomber et puis on voit ce que ça donne. Donc aujourd'hui, il y a des dispositifs standards qui permettent d'être à peu près sûr que si on fait quelque chose pour ce dispositif-là, ça va marcher. C'est le cas, Jean-François l'a rappelé tout à l'heure, de certains dispositifs cinéma, donc le 5 points quand même ça date d'un certain nombre de décennies. Il y a la NHK avec le 22.2, Euro 3D d'une manière plus systématique, notamment c'est originaire de Belgique, Euro 3D, donc jusqu'au 13.1. Et puis il y a Dolby Atmos depuis quelques années, maintenant 2-3 ans, qui a sorti son format, assez intéressant, et on va y revenir pour une autre raison. Et puis il y a bien entendu tous les dômes, etc. Alors, est-ce qu'on peut choisir des dispositifs qui soient multistandards, c'est-à-dire qui puissent mélanger finalement différents standards existants parmi ceux-ci, pour être sûr que je vais pouvoir diffuser à la fois du dôme, par exemple, et de la NHK 22.2 ? Oui, par exemple, avec ça, à moins qu'on souhaite vraiment un dôme dômant, je ne sais pas comment dire autrement, eh bien, on va s'y retrouver. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'adaptations à faire. On peut même aller encore un petit peu plus loin et que ça soit compatible au réseau avec, par exemple, le 4D Sound de Paul Omen. Donc ça, je saute. Voilà. Alors, ceci pose quand même s'il existe des dispositifs idéaux, même s'il existe des dispositifs pas idéaux, mais qui vont permettre d'être adaptés, d'essayer de trouver, et peut-être dès la composition, des techniques de fixation, de transmission, qui vont pas assurer, il ne faut pas rêver, mais qui vont faciliter l'adaptation
à l'intérieur quand même d'un type donné. Alors, Dolby, c'est justement ce qu'ils ont fait avec le Dolby Atmos, avec un type de projection qu'on appelle orienté objet ou de mixage orienté objet, en fait, dans lequel qui s'opposerait plus ou moins au multicanal discret. On a parlé tout à l'heure de l'octophonie. Ben, l'octophonie, ça veut dire 8, peut-être pas pistes, mais en tout cas 8 canaux correspondant à 8 enceintes ou à 16 pour un certain nombre de raisons. Mais on pourrait aussi dire que plutôt que de fixer l'œuvre sonore sous la forme d'une octophonie à 8 canaux, eh bien je la conserve fixée sous la forme de mon projet Pro Tools, Reaper ou autre, avec mes plugins d'automation, le plugin JS de Gigi, de Jean-Jacques tout à l'heure, etc. Et c'est à la diffusion que je vais adapter le nombre de canaux et la position. Donc de cette manière-là, je ne passe pas par la fixation en dur, en multicanal, mais je reste dans une fixation souple. Si je fais dès le départ de l'ambisonique, je suis aussi, alors c'est pas de l'objet, mais malgré tout, je suis aussi dans une représentation souple qui, par définition, va me permettre après de retirer des positions fixes. Mais c'est pas quand même vraiment de l'objet. Et c'est ce qui m'a amené à aborder la réalisation d'une série je dirais pas de pièces parce qu'elles sont pas forcément faites pour être entendues. C'est des études, vous savez, et des études, pour moi, c'est un peu comme un peintre qui fait des croquis. C'est pas forcément des trucs qu'il va montrer à un public, hein. Il est fait pour lui, il est fait pour étudier la forme des paysages, des morphologies, etc. Et là, c'est un petit peu dans cet esprit-là que j'ai abordé la série de ces études qui, normalement, devaient être préparatoires à la réalisation d'une pièce et qui, pour l'instant, la pièce n'est pas faite et il n'y a que les études d'en cours, on va dire. Donc ça s'appelle études pour membrane, et donc je vais en diffuser quelques-unes ce soir. Alors pourquoi études pour membrane? Les membranes, c'est 3 membranes que je souhaitais mettre en relation, enfin qu'on met toujours en relation, hein, je ne fais rien de nouveau à ce niveau-là. La membrane du microphone, la membrane du haut-parleur, et puis bien entendu la membrane de l'oreille, c'est-à-dire voir comment les objets espace, les objets sonores avec des critères d'espace, eh bien, peuvent se prolonger, se transmettre, voyager à l'intérieur de ces 3 niveaux de membrane. En gros, comment est-ce que je vais les capturer, comment est-ce que je vais les composer, comment est-ce que je vais les entendre et comment est-ce que je vais pouvoir éventuellement, si possible, les reproduire, c'est-à-dire les transmettre à quelqu'un d'autre qui aura un autre dispositif et tout. Donc, pour ça, on va le voir, je ne l'ai pas fait systématiquement, mais j'ai essayé quand même la plupart du temps d'intégrer au processus de composition, eh bien, cette préoccupation du mixage orienté objet, sur lequel je reviendrai éventuellement tout à l'heure. Alors, le cadre technique, moi j'ai choisi un format qui me va bien, qui me plaît, et que j'ai chez moi, ça tombe bien. Donc, sur 57 canaux en 3D, hein, irrégulier, qui est compatible cinéma, dôme et réseau. Hein, c'est plus ou moins ce qui est représenté ici. Pour permettre un maximum d'adaptabilité à certaines de ces études. Elles ne sont pas forcément toutes faites pour fonctionner sur tous ces dispositifs-là, enfin ces sous-dispositifs. Voilà. Alors oui, tout en bas, hein, c'est pas de la pub, hein, c'est le complément d'information, on va dire. Je vous renvoie à mon site sur lequel il y a une page qui présente ce projet. Là, je ne suis pas connecté sur Internet, hein, je vous montre simplement la page. Et si je vous le montre, c'est parce qu'il y a des liens vers des vidéos sur YouTube, donc il y en a à peu près 80-90, qui représentent ce qu'un gars fait dans son atelier pendant quelques mois pour réaliser des études, les réussir, les rater, bref. C'est-à-dire que c'est une sorte de journal. Alors pas au jour le jour, mais quelquefois, si quand même, filmé avec les moyens, je dirais, du bord, hein, ça ne se veut pas absolument ni didactique ni quoi que ce soit, mais une sorte de témoignage, plus ou moins pris sur le vif, des questions qui sont posées. Comment je vais faire mon projet? De l'atelier. Pourquoi est-ce que j'ai des enceintes à cet endroit-là? Combien d'années j'ai fait pour me les payer, etc. Et puis les tournages, je commence par le bœuf à bas, entre guillemets, d'une méthode concrète un petit peu, on va dire, un petit peu stéréotypé. On commence par la prise de son, on fait des transformations, on compose et on diffuse. Hein. Bon. Donc je commence par les tournages qui sont ici vraiment le cœur de la réalisation de ces pièces-là, avec des petits corps sonores dans mon espace et avec les micros dont je dispose. Et puis après, voilà les différentes étapes. Donc voilà, vous pouvez suivre. Il y a les dates, il y a les durées, il y a de quoi y passer, je ne sais plus, 20-25 heures à peu près en totalité. Enfin, bon, voilà.
Là, je suis en grande pause, comme vous voyez actuellement. Hein, là, ça suffit. Euh, oui, alors, comme je commence par les micros, enfin, comme les captures microphoniques, eh bien, j'ai essayé d'explorer, et ça m'intéressait. Et là, j'en viens à la deuxième présentation que j'avais fait en 2009 ici, qui était pour moi le début d'une petite aventure qui est celle du tournage multi-microphonique. Et donc, j'avais présenté une pièce qui s'appelait Tournage, hein, qui était la première que j'avais réalisée avec un ensemble de 18 micros. Et j'ai attendu finalement, oui, de 2008-2009 pour commencer ça, parce que ça coûte cher. Hein. Bon, et puis finalement, je me disais, dans les 10-20 ans précédentes, bon, bah, c'est déjà pas mal de faire de la mono spatialisée en tant que composition, je parle bien entendu, et puis de faire d'autres trucs comme ça, et puis ça marche très bien. Mais j'avais essayé un petit peu de quadriphonie avec 4 micros, ouais, non, ça vaut pas le coup. Puis après, à passer en 8, là, il y a quand même des phénomènes un petit peu de quantification qui se passent. Pareil pour les enceintes. Hein. Au bout d'un certain temps, il se passe un autre phénomène. Et là, je dis, bon, bah, il faut y aller. Et puis ça tombait bien, ça commençait à être un peu abordable grâce à Thomann ou d'autres. Enfin bon. Donc là, on a quelques dispositifs. Ici, un petit tas de micros, un groupe. Ici, une série de 8 micros en ligne. Ici, une partie de mon arbre 32. Ici, une ligne horizontale. Ici, on les voit un petit peu tous comme ça. Bon. Donc voilà, ça m'a déjà pris à peu près un mois et demi pour explorer ces tournages-là, avec des petits corps sonores, hein, des épingles à cheveux, des toupies, des billes, enfin bon, des choses très, très miniatures. Hein. Et puis bon, voilà, une petite vue de mon atelier où on voit une partie des 60 et quelques enceintes. On voit un peu l'arbre 32 ici. Hein, voilà, bon, bref. Donc le dispositif, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir dessus. Donc on a des choses en bas, des choses au milieu, des choses en haut et des choses dedans. C'est-à-dire que contrairement au dos, moi ce que j'aime bien, c'est avoir aussi des points de projection à l'intérieur. Ça, j'en suis vraiment, vraiment fan. Alors évidemment, dans une salle de concert, c'est moyen. Cela dit, si on enlève la console, on peut passer des trucs à la place. Et, et notamment des choses en bas. Donc là, j'ai réussi, hein, Raphaël a été très gentil. Je crois qu'il l'a fait exprès pour moi, il a placé 4 enceintes hein, en bas, tout à fait au sol du dispositif de diffusion. Moi, j'en aurais voulu 17, mais il n'a pas voulu. Il a dit, bon. Ça tombe mal d'ailleurs, parce qu'une des études que je vais diffuser s'appelle l'étude sur la chute. Et forcément, si la chute se fait en bas, tout du moins, parmi toutes les chutes possibles, il y en a certaines qui se font vraiment en bas, ça fait une sacrée différence quand même. Et donc les espaces-objets, puisque je parle de l'objet-espace jusqu'à l'espace-objet, eh bien c'est quels espaces finalement, quels sous-espaces on peut fabriquer à l'intérieur de l'espace complet de la composition. Par exemple, je peux faire un mur. Voilà, ce mur-là, un petit peu comme la stéréo tout à l'heure à l'intérieur de mon octophonie, je dis ce mur-là, c'est un espace-objet et je vais pouvoir y placer des trucs, etc. Et éventuellement après, lors de la diffusion, merci. Je peux rajouter un devant, c'est pas gênant. Lors de la diffusion, eh bien, peut-être que le fait d'avoir isolé éventuellement ce mur va me permettre d'adapter la résolution ou sa position d'une manière un peu indépendante des autres. Et donc, peut-être, ça va me faciliter l'adaptation de la pièce. Bon. Alors oui, là j'ai essayé de recenser quelques-unes des études en essayant de voir quel rapport il pouvait exister entre l'objet sonore capturé, donc celui issu du tournage, l'objet ensuite traité, et puis l'objet projeté. Et là je vais passer en revue très rapide certaines de ces études. Alors celles qui sont marquées d'un petit point rouge, en fait, c'est celle que je vais diffuser ce soir, puisque je ne fais pas du tout ce que j'avais prévu. En gros, j'avais prévu de diffuser une étude qui s'appelle la grande étude en forme de patchwork. Et puis après, là, la semaine dernière, je me suis dit, ça va pas marcher, pour un certain nombre de raisons. Et donc, à la place, je vais diffuser 4 petites études. Ça fait la même durée, donc il n'y a pas d'entorse hein, au niveau du contrat. Là, j'ai fait quelques captures d'écran des projets Reaper pour montrer, je fais rien écouter, hein, voir finalement quel rapport il peut y exister entre ces objets capturés, ces objets composés et éventuellement ces objets projetés. Alors, évidemment, historiquement, c'est Anna qui l'a montré aussi tout à l'heure, on peut tout à fait dire, bien voilà, j'ai placé un son sur chacun des objets. Elle appelait ça, je crois, les sources réelles. On
on appelait ça le point source quelquefois. Donc là, alors on ne voit pas tout, hein, je n'ai pas pu capturer toutes les pistes. Hein. Donc il y a 57 pistes et sur chacune des pistes, un objet monophonique, soit issu d'une capture monophonique, soit extrait d'une capture multiphonique. On peut tout à fait extraire des parties, on peut prendre que la voix gauche d'un objet stéréo, etc. etc. Donc singularité, ben oui, parce que ça reste quelque chose d'extrêmement ponctuel, extrêmement alors aéré, ce sont aussi comme des sons assez discrets malgré tout. Donc ça, c'est une extrémité. On ne peut pas aller plus loin dans l'extrémité, je dirais, entre un son et un haut-parleur qu'un son et un haut-parleur. Et au niveau de la projection, bah là, a priori, il faut prendre les 57 canaux et les faire sortir sur les 57 canaux. Hein. Ou alors, on peut après les mélanger, les mixer. Ça peut tout à fait marcher dans le sens où ce genre d'espace, un espace très aéré finalement, résiste presque paradoxalement très très bien à la distorsion. On a une compositrice sur Saint-Étienne, enfin sur la région lyonnaise, pardon, qui fait beaucoup d'œuvres comme ça très, très ponctuelles et on a eu l'occasion de la diffuser plusieurs fois et à chaque fois, c'était celle qui marchait le mieux. Contrairement à nous qui avons fait des trajectoires d'espace, des trucs comme ça qui se cassaient la figure, là, ça résistait, en tout cas, ça conservait une clarté, une lisibilité que nos masses spatiales avaient tendance à déformer. Un autre exemple, donc là, ici, sur des... Vous regarderez les vidéos, vous allez rire. Hein. Sur des captures, des prises de son, pardon, des séquences réalisées en stéréo, mais qui sont ensuite démixées. C'est-à-dire qu'il y a des petits outils aujourd'hui qui permettent d'extraire finalement certaines caractéristiques dans un mixage et ensuite de les répartir sur plusieurs canaux. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, chaque canal ne bouge plus. C'est-à-dire que je me retrouve avec des objets issus de stéréo, élargis et ensuite placés. Et ça donne une espèce de paysage alors qui va fluctuer hein, d'une manière assez imprévisible. Alors, on continue un petit peu vers la complexité. On peut faire aussi directement des séquences jeux hein, avec des instruments de musique électronique, hein, un sampler, un contrôleur. Donc là, ici, c'est des séquences jeux qui sont faites directement avec un sampler sur 57 canaux. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je fais du mixage et du montage de mes séquences, comme je les ferai en stéréo, simplement qu'au lieu d'avoir 2 canaux, mes objets, ils en ont 57. Bon, c'est tout. Et ils sont directement formatés, directement joués pour le dispositif. Là, c'est pareil, à la diffusion, ça veut dire forcément adapter complètement le dispositif. Il n'y a pas d'objet, il n'y a pas d'espace-objet intermédiaire. L'étude d'Angelier, on va l'écouter tout à l'heure, si j'ai du pot. Là, c'est un cas vraiment intermédiaire dans le sens où il s'agit de prise de son réalisée, donc de capture, de tournage sur ce que j'appelle l'arbre 32, donc 32 canaux, qui sont traités avec un système de convolution sur 32 canaux aussi, et qui sont placés sur 32 canaux. Il y a une continuité d'espace, alors qui ne s'entendra pas, parce que ici, les différents fichiers 32 canaux sont répartis sur des combinaisons différentes, bien entendu, de 32 canaux. Puisque c'est une étude Angelier, ça va être assez indistinct. L'idée, c'est d'avoir une espèce de masse biforme transparente qui va onduler comme ça, mais avec en tout cas, malgré tout, même si elle ne se perçoit pas, une continuité de la capture à quasiment la projection. L'étude en forme de cloche, on va l'écouter aussi, toujours pareil si tout va bien. Alors là, je me retrouve aussi avec beaucoup d'objets avec beaucoup de canaux, alors on ne les voit pas, c'est tout assez, c'est impossible de les distinguer, qui sont affectés d'une manière fixe à un seul espace, qui est un espace en cloche, c'est-à-dire en fait un dôme. Voilà. Donc là, j'enlève tout ce qui est au milieu, il reste que la coquille, donc ça me fait un dôme. Et là, par contre, la filiation entre le tournage, l'objet traité et l'objet projeté est un petit peu plus diverse, puisque le tournage, il est fait avec, voilà, on voit ici, c'est-à-dire 6 microphones qui sont placés hein, autour de quelques bols, etc., sur un parquet, et puis des petites épingles qui sont lâchées dessus, donc qui font des petits bing, 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 comme ça, des choses très très discrètes, et qui sont ensuite, multipliées, grossies, pour faire... ça ressemble pas à une cloche, pardon, mais en tout cas, voilà, avoir un espace qui devient un espace immense par rapport, donc, avec cette étude en forme de cloche, qui devrait terminer le pièce tout à l'heure. Celle-là, je passe. Alors, l'étude aux objets joués, elle est très intéressante. Eh oui. Parce qu'elle elle maintient du tournage jusqu'à la projection
l'espace de l'objet sonore. Par exemple, il y a des espaces, des objets, on va prendre les termes duophoniques, quadriphoniques, heptaphoniques, octophoniques, 32phoniques, etc. Et là, ils sont conservés. Il n'y a pratiquement pas de traitement sur les objets et ils sont répartis sur un certain nombre de haut-parleurs qui correspond le plus précisément, tout du moins précisément, je ne sais pas si c'est le terme, en fait, en tout cas, qui semble adéquat par rapport à la géométrie, on pourrait dire, la forme de la masse spatiale de l'objet. Et ensuite, ils ne bougent plus, ils restent imbriqués sur leur position, et c'est l'ensemble qui va se composer comme ça, d'une manière un petit peu par imbrication. L'étude sur la chute que nous écouterons... là, c'est pareil, hein, il y a un petit peu les deux. Les objets sont à la fois quelques-uns, par exemple en bas, hein, on a le Sol 17, là, si vous le voyez, je ne sais pas, qui correspond à des captures tournées avec un 17 micro placé là où sont les 17 enceintes du sol. Donc, si on avait la chance d'avoir 17 enceintes au sol, on retrouverait vraisemblablement une impression de chute d'objets qui serait, j'aime pas trop le terme, mais réaliste. Alors, réaliste, réel, bon. Mais en tout cas, qui fait une impression de réalisme ou d'hyperréalisme. Et puis là, on va sur tout à fait autre chose, mine de rien, l'étude sur les masses profilées. Alors là, je ne reviens pas sur les critères d'espace de l'objet sonore, mais le terme de profil, hein, profil de masse chez Schaeffer, on peut l'appliquer tout à fait au profil de masse spatiale. Et si on fait un profil de masse du site de la masse spatiale, donc de la manière que le site dans la masse spectrale, c'est la position, enfin la place apparente du son dans l'espace des hauteurs, eh bien la masse spatiale de l'objet sonore, ça serait sa position apparente dans l'espace tridimensionnel de la projection. Donc avec un outil, enfin avec des outils, on en a pléthore aujourd'hui, on peut travailler sur cette masse-là, et y compris sur son aire, c'est-à-dire sur son élargissement, par exemple. Donc là, ici, j'ai 5 objets mono avec leur piste d'automation. Et par contre, à la diffusion, à la projection, normalement, il faudrait que je relance la même chose. Là, c'est vraiment le côté mixage objet à la Dolby Atmos, où chaque objet sonore est associé à sa trajectoire, ici, d'une manière un petit peu plus riche. Et puis, l'étude sur les essaims, que nous devrions aussi écouter tout à l'heure, qui est la plus complexe, mais pas forcément la plus réussie, dans lesquels il y a un petit peu de tout, c'est-à-dire il y a beaucoup de traitement de la masse spatiale, de l'empreinte spatiale, sur des sources qui sont elles-mêmes multicanales. Par exemple, ici, on voit des objets 57 canaux sur lesquels on a appliqué des plugins, etc. Le résultat, c'est... Je ne sais pas comment ça va sonner tout à l'heure. C'est-à-dire que on a parlé plusieurs fois du degré de complexité. J'en ai reparlé par rapport à l'étude sur les singularités ou la ponctualité. Une des questions quand même qui se pose, et je me rappelle que Francis Daumont me l'avait posé aussi, enfin, ou l'avait posé en général en 2009, est-ce que ça sert d'aller au-delà d'un certain niveau de complexité? En gros, est-ce que ça s'entend? Alors, est-ce que ça sert pour le compositeur? Évidemment, on ne va pas se casser la nanette si ça ne s'entend pas. Et puis aussi, est-ce que c'est perceptible? Or, on sait très bien que l'espace est extrêmement fragile, tout du moins la perception auditive de l'espace est extrêmement fragile. Et si on réduit le nombre de points de projection, on assure qu'au moins, on devrait entendre les choses. Mais en même temps, si on les complexifie, si on les multiplie, on rajoute de la subtilité. Ce n'est pas forcément plus difficile à écouter si c'est plus subtil. Voilà. Donc, ça dépend des écritures. Hein. Par exemple, celle-ci que je n'ai pas choisi de faire écouter parce qu'elle est quand même pas terrible, dans son état en tout cas, normalement devrait marcher très bien parce que l'adaptation de la masse spatiale, enfin du profilage de la masse spatiale sur quelques sons comme ça, ça marche pratiquement à tous les coups. Là, il y a un niveau de complexité et de densité surtout qui fait que je ne sais vraiment pas ce qui va se passer tout à l'heure. Voilà.